parle trop. Eh oui, beaucoup trop. Et il devrait même éviter de chanter. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série HO, les films d'aujourd'hui. Et oui, on va se faire un petit duo de films, ça fait un moment que j'avais pas fait l'exercice, et là on va s'amuser un petit peu, puisque d'un côté vous avez Contagion, film assez connu, dont tout le monde a parlé dernièrement, tout le monde le conseille dans les films de la quarantaine de l'infection. Moi-même, je l'ai proposé dans ma petite liste récemment des films de la, du confinement, donc il n'y a pas de souci, si on n'a pas peur de se confronter au sujet, de se faire flipper un petit peu. Donc tout le monde en parle, et il y a d'excellentes critiques d'ailleurs dessus, je vous les mettrai en lien dans les informations de la vidéo, comme d'habitude, hein. D'ailleurs dans toutes les vidéos vous avez des critiques d'autres youtubeurs à chaque fois à trouver dans les informations de la vidéo, pour ne pas vous fixer sur un seul avis. Aucun avis n'est parole d'évangile, et ce qui est intéressant c'est d'en croiser des avis différents, c'est ce que j'essaie de vous mettre comme panachage dans mes critiques. Tout ça pour dire, on va pas seulement parler de Contagion, c'est un film très intéressant, Steven Soderbergh est un sujet en soi, réalisateur très intéressant, que j'adore pas, mais qui est très intéressant incontestablement, qui a fait vraiment des tentatives et des choses très 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 différentes. Donc ce serait un sujet en soi, mais je trouve beaucoup plus intéressant, en cette période de confinement, de se poser la question de notre changement de point de vue, comment les choses ont évolué entre 2011, la sortie de l'année de sortie de Contagion, et 1995, la sortie de Alerte, Outbreak en version originale, film de Wolfgang Petersen, lui aussi un sujet en soi, réalisateur que je trouve très intéressant, souvent malheureusement cantonné au niveau grand public aux échecs assez terribles de films comme 3, que personnellement je trouve assez intéressant, et dont je parlerai à l'occasion pour vous expliquer pourquoi. Bref, réalisateur aussi très intéressant, qui pourrait être un sujet en soi sans problème, et qui est aussi, à mon avis, un excellent vecteur de films très intéressants à regarder, vous connaissez un peu plus Soderbergh à cause des Ocean's 11, 13 et toute la bande, donc je vais juste vous parler un tout petit peu de la filmographie de Wolfgang Petersen. Vous avez des films qui ont vraiment été, pour du coup, des grands succès. Alors, son grand succès reste Das Boot, Le Bateau, qui est un film assez dingue, avec une version longue, je sais plus combien de temps faire la version longue, 5 heures. Je l'ai jamais vu, donc je vais pas ouvrir ma bouche sur le sujet, mais qui paraît est génial. Il faudrait que je le voie en version longue, ça, il n'y a rien à dire, avec cette musique qui est devenue mythique, qui, quand j'étais gosse, était carrément devenue une petite techno, une techno-beat à la, comment ça s'appelle, à la Kraftwerk. Bref, si vous connaissez pas le groupe de Kraftwerk, allez écouter, vous allez voir, c'est des morceaux que vous avez déjà entendus quelque part dans des films qui reviennent sur les années 80, dans des compiles, ou des morceaux, des repris comme sample dans plein de morceaux, des raps et ainsi de suite. Kraftwerk, allez voir, c'est assez dingue. Et je m'y connais pas assez en musique, donc je vais fermer ma bouche. Ça pour dire, la musique de Das Boot, le thème principal a été repris en plein de versions différentes. Bref, donc Das Boot, déjà film marquant qu'il a fait connaître. Il a réalisé ensuite L'Histoire sans fin, et oui, je sais, c'est dingue. Plusieurs films qui ensuite vont être vraiment des succès commerciaux, comme Dans la ligne de mire, qui est pas le plus grand film avec Mel Gibson, mais qui est pas mal du tout, qui est un petit film sympathique. Donc Outbreak, Air Force One, encore un film d'action, cette fois-ci avec une grande star du film d'action des années 90, j'ai nommé Harrison Ford, puisqu'à l'époque, faire courir un mec qui a clairement plus de 50 ans et donner l'impression qu'il était capable de claquer plein de gars, ça avait l'air de gêner personne. Comment ça existe encore aujourd'hui, Steven Seagal? Non, bref, tout ça pour dire... Bref, En pleine tempête aussi, qui est pas mal du tout, 3... sur lequel je reviendrai, et un remake du film Les Naufragés du Poséidon. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était l'histoire c'était l'histoire d'un bateau qui se retournait sous l'eau, et les survivants devaient remonter vers la cale pour essayer de s'en sortir. Bref, pas mal du tout. Et je n'ai pas vu son dernier film, Braquage à l'allemande. Tout ça pour dire un réalisateur très intéressant qui a fait des choses très diverses, Wolfgang Petersen, bref, un réalisateur que moi j'aime bien, pour le coup, et dont le cinéma me semble être tout à fait de bonne facture, sans forcément être un immense réalisateur. Je comparerai pas avec Soderbergh, je pense que Soderbergh a fait des choses plus innovantes et probablement plus originales. Je peux faire un petit tour sur sa filmographie si vous voulez, mais on va pas faire long, hein, parce que là, encore une fois, c'est pas un épisode classique, et j'ai pas envie de prendre trop de temps et de vous faire un épisode de 4 heures, c'est d'une comparaison un peu légère en plus sur les deux films, donc franchement, c'est plus parce qu'on est dans le contexte et que je trouve ça intéressant de se poser la question du changement de point de vue sur la question de la pandémie, et on va revenir là-dessus. Ne vous inquiétez pas, en faisant rapidement sa filmographie comme ça, on peut s'amuser avec Steven Soderbergh. On a Sexe, mensonge et vidéo qui le fait connaître en 89, je sais plus s'il gagne un prix à Cannes, en tout cas le film est à Cannes.
Vous avez ensuite Erin Brockovich en 2000, il fait plusieurs films entre-temps, hors d'atteinte, qui sont des films qui ont plutôt fonctionné, mais Erin Brockovich le fait vraiment connaître, notamment avec un énorme rôle de notre chère amie Julia Roberts. Traffic, qu'il sort aussi en 2000 et qui est le film qui le fait vraiment exploser comme un grand réalisateur, film qui est fait en plusieurs langues étrangères, ce qui à l'époque ne se faisait pas trop, avec un casting de dingue, Benicio del Toro, je crois, Michael Douglas, enfin bref, si je dis pas de bêtises, un casting de fou. Et donc en 2001, Ocean's 11, qui est vraiment le film qui fait éclater au niveau du grand public, qui va devenir une formule, qui va décliner en 3 films, et en parallèle, il va pouvoir construire une carrière très originale avec Solaris, un remake d'un film de Tarkovsky, ce que personne n'avait osé, Bubble, qui est une sorte de film expérimental complètement fou, The Good German, avec son copain George Clooney, qui est devenu son grand pote depuis Ocean's 11, et puis il réalisera en 2008 le diptyque Che, avec, sur la vie de Che Guevara, qui est un diptyque dingue, assez génial, que j'ai beaucoup aimé sur plein de points, dont je vous parlerai à l'occasion. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, si vous voulez que je fasse un épisode dessus. Magic Mike, film complètement différent sur une bande de stripteaseurs, vous voyez ce que je veux dire, on a vraiment dans la filmographie de Steven Soderbergh des documentaires, enfin vraiment des tas de choses, Paranoia, qui paraît-il est juste dingue, mais que je n'ai pas encore vu. Bref, grand réalisateur et particulièrement éclectique, beaucoup plus éclectique que ce que Wolfgang Petersen a pu se permettre de faire. Je mets tout de suite une grande nuance dans la comparaison que je suis en train de faire. Wolfgang Petersen était un réalisateur de blockbusters américains vraiment dans les années 90, début des années 2000, tandis que Soderbergh est arrivé après, avec l'arrivée d'Internet, avec plein de choses qui lui ont permis de devenir très éclectique et qui ont nourri le fait qu'il soit éclectique. Petersen était dans une période où être réalisateur, c'était très compliqué à Hollywood en étant étranger, où tu étais réalisateur de blockbuster, où tu étais réalisateur de rien du tout, je caricature à peine, ou de films qui rapportaient rien, et c'était très difficile à monter. Donc si tu voulais avoir les moyens, la souplesse, la possibilité d'expérimenter sur du matériel et d'être un peu ambitieux sur les films, fallait un peu un peu plus rentrer dans le carcan hollywoodien que Steven Soderbergh n'a pu le connaître dans sa carrière, peut-être un peu au début, mais beaucoup moins ensuite. Donc, et si vous regardez bien la carrière de Steven Soderbergh, au final, c'est parce qu'il a cartonné avec Ocean's 11 qu'il a pu se permettre beaucoup de choses ensuite. Sans ça, sa carrière aurait été très différente. Bref, tout ça pour dire de réalisateurs aux âges très différents et donc au contexte à Hollywood très différent aussi, je tiens à insister là-dessus. Donc, Alerte et Contagion. 2 films très différents, et on va tout de suite s'amuser à vous pitcher ça, l'un et l'autre, histoire que vous compreniez un petit peu où je vais en venir avec ce pataquès, cette bouillabaisse, cette ratatouille. Tu me prends pour qui? Non mais il me prend pour une quiche ou quoi? J'en mangeais, t'étais pas né. Ah oui, j'avais oublié, j'ai pas donné les éléments de visionnage, c'est inadmissible de ma part, vous savez très bien à quel point je tiens à dire, c'est très important, oui. Non, c'est très important pour moi de vous dire le contexte où j'ai vu les films. Donc, j'ai vu les 2 films à la télé et en version française, dans des très bonnes versions françaises. Alerte, si Alerte est sorti au cinéma en France le 12 avril 1995, je ne l'avais pas vu au cinéma à l'époque parce que c'est le genre de film qui me faisait flipper. Quand j'étais gosse, tu mettais un film de pandémie, un film M6 de merde sur le genre la peste, j'en pouvais plus, je faisais des cauchemars 3 semaines. Donc bref, oui, j'ai toujours été un peu une flippette et je vous emmerde gentiment. Voilà, mais restez là, je vais quand même pas vous insulter toute la vidéo, en tout cas tout ce podcast, mais bon, calmez-vous un petit peu à me chercher, je suis quelqu'un de sensible, hein, ça me touche beaucoup ce qu'on dit de moi. Tout ça pour dire, il est sorti le 12 avril 1995 et je ne l'ai vu que dernièrement, je crois il y a 4 ou 5 ans, je l'avais revu, je sais plus pourquoi d'ailleurs. Bref, donc voilà, et concernant notre ami Contagion, le film est sorti au cinéma en France le 9 novembre 2011 et je l'ai vu à la télé, donc en version française. Et c'est important le contexte, à chaque fois j'aime souligner à quel point on a besoin du contexte pour comprendre mon point de vue sur le film. Je n'ai vu aucun de ces 2 films au cinéma, c'est donc important dans ma perception. Est-ce qu'on peut avancer et arrêter de perdre du temps sur des détails? Non, c'est pas des détails, c'est important, sinon on risque de pas se comprendre sur le pourquoi j'ai vu ce film comme ça, mais pourquoi je répète 10 fois la même chose, je suis en train de vous saouler, donc allons-y tout de suite, dépêchons-nous. Je dis que le lièvre sera baisé. Quoi? Baisé pour de bon? Le synopsis donc de Outbreak Alert. Un virus hémorragique mortel nommé le Motaba est découvert pendant la guerre du Vietnam. Face à cette situation, l'armée choisit de faire un choix radical en rasant littéralement le village contaminé pour maintenir la contagion. Plusieurs années plus tard, en 1995, le même virus réapparaît en Californie. Le virologue, j'ai nommé le colonel Sam Daniels,
rejoint vite la zone de contamination car son ex-femme, qui vient juste de se séparer avec lui, le docteur Roberta Kyo, est en plein dans le chantier de cette ville de ce petit village californien déjà encerclé par l'armée et où on envisage déjà d'appliquer la même solution qui a été envisagée au Vietnam, c'est-à-dire raser, tuer 2500 Américains pour éviter qu'un virus mortel au taux de mortalité de 100% ne se répande déjà au sein des États-Unis. Avec donc une capacité à exterminer la moitié, voire les 70% de la population américaine en moins de 48 heures. Et concernant Contagion, oui, on va enchaîner, on va arrêter de... Contagion commence donc... Attendez, excusez-moi que je dise pas de bêtises, je retrouve mes notes. Ah, c'est terrible la vie quand même. Voilà. Revenu d'un voyage d'affaires, je ne sais plus, à Hong Kong, ou je ne sais plus exactement où, franchement, je ne vais pas dire de bêtises, ça ne me revient pas. Notre chère Beth Emhoff retourne dans sa famille, déjà malade, avec une sorte de forte griffe. Elle retrouve son mari, Mitch Emhoff, et leur fils. Malheureusement, le jour d'après, elle tombe dans les pommes. Son mari l'emmène aux urgences, et malheureusement, c'est déjà trop tard. Elle fait un arrêt vasculaire cérébral et meurt. Sous le choc de la mort de sa femme, Mitch Emhoff n'a pas fini d'en baver, puisque quand il rentre chez lui, malheureusement, son fils est déjà contaminé et a déjà fait un choc cérébral lui-même qui le laisse mourir aussitôt. Une maladie aussi virulente est signalée donc très très vite aux autorités, et très très vite, on envoie la jeune Mears, le docteur Mears, sur place pour commencer à mettre en place un système d'évaluation de la capacité de contamination du virus, jusqu'à quel taux il contamine, et surtout quelles sont les mesures à prendre pour éviter la contamination de masse. Un système donc de pandémie est mis en place, que nous connaissons tous maintenant aujourd'hui, un principe de confinement, des vaccins extrêmement limités commencent à être distribués en n'étant pas sûr que le vaccin est le bon, et chaque heure, chaque jour, augmente le nombre de victimes, le potentiel de contamination généralisé au sein des États-Unis. Au CDC, c'est-à-dire au Centre américain des virus et de leur étude, on essaie donc de trouver des solutions avec les politiques, tout en constatant que sur le terrain, les gens ne sont pas forcément prêts à s'adapter, que pour l'instant le virus est sous-estimé et qu'il est forcément difficile pour tout le monde d'envisager des solutions gravissimes. Au niveau international, le docteur Leonora Orantes est envoyé directement à Hong Kong pour essayer de retrouver le patient, pour suivre les traces du patient zéro, de ce que Beth Emhoff a fait avant de venir aux États-Unis, pour savoir où éventuellement se trouverait la source du virus pour pouvoir la contenir. Tout ce beau monde va donc être confronté à une contagion de grande ampleur face à un virus qui n'a un niveau de contagion simplement que de, je crois, 15%, si je ne sais plus combien ils disent dans le film, Et pourtant, la situation va être bien pire que celle à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui avec le coronavirus. Oh my God! Donc les décors, oui, on va pas faire, je l'ai dit, aujourd'hui ce sera court et intense. Oui, je sais, court et intense, c'est le slogan de tous les mecs qui ont une petite fierté, mais tout ça pour dire, aujourd'hui on va essayer de faire court, donc on va éviter les vannes vaseuses, du moins je vais essayer. Tout ça pour dire les décors. Donc les décors entre Contagion et Alerte, la comparaison déjà est intéressante. C'était 2 gros budgets pour chaque époque. Robin Williams, n'importe quoi. Mon copain Dustin Hoffman à l'époque où il fait Alerte, c'est un réalisateur AAA. C'est un acteur AAA, donc il fallait lui payer un gros cachet. Donc le film a coûté très cher. Casting plutôt 3 étoiles à l'époque, puisque Morgan Freeman, Donald Sutherland, René Russo, tout ça c'est des acteurs et actrices qu'il fallait payer, même si René Russo faisait encore partie de l'ancienne garde, qui étaient des actrices de premier rang, mais qui n'avaient clairement pas le même niveau salarial que ceux des acteurs. Alors de là à dire, vous savez, entre 15 millions et 2 millions, j'ai envie de dire qu'avec 2 millions de dollars t'es bien, mais vous comprenez l'idée, quoi. Donc c'était une tête d'affiche de l'époque, tout ça pour dire... les décors sont à l'avenant, mais ils sont dans les stéréotypes des années 90. Le film étant assez drôle, entre guillemets, avec une scène qui se passe en Afrique au début, et qui est grosso modo clairement
le seul endroit exotique du film, tout le reste du film se déroulant entre des labos, donc des tournages en studio, que les choses soient claires, des excellents décors, il y a un plan séquence notamment au début du film qui suit personne, qui va tout simplement dans un labo très 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 sécurisé de je sais plus où aux États-Unis, et qui monte petit à petit des labos, on va dire des virus les moins dangereux aux plus dangereux, dans une sorte de plan séquence. Bon, c'est un faux plan séquence puisqu'il y a un cut au milieu, mais dans l'idée, très beau décor, très belle utilisation des moyens pour donner un côté impressionnant. Vous savez, à l'époque ça impressionnait beaucoup le labo, on dit voilà, il y a tous les virus mortels dedans, machin. Là maintenant ça impressionne un peu moins parce qu'on en a beaucoup parlé, on est post-11 septembre, donc forcément il y a une autre appréhension de ces images-là, mais tout ça pour dire bonne utilisation des moyens, des décors pour l'époque, et c'était dans les styles de l'époque surtout. Une fois qu'on avait passé cette mise en place, le côté un petit peu exotique de l'Afrique, on allait tout de suite droit au sujet, c'est-à-dire cœur des États-Unis, et la plupart des blockbusters se passaient au cœur des États-Unis. Les films qui prenaient entre guillemets le risque d'aller ailleurs, c'était des films très stéréotypés. C'était James Bond. James Bond, il voyage dans le monde entier, donc on va dans le monde entier. Ça doit être dans le cahier des charges. Et Dieu sait que les James Bond de Pierce Brosnan se sont fait massacrer parce qu'ils voyageaient de studio en studio entre guillemets, donc Alerte à cet endroit-là était assez logique. Mais du coup après on a essentiellement des décors qui sont des clichés de films des années 90, la base militaire, les tentes, le village américain typiquement qui est le centre de l'histoire. Au final on le voit pas tant que ça, mais on y est essentiellement. Et voilà, on est vraiment dans les clichés, pour en parler. Le plus gros cliché du film étant que le fameux endroit où, oui je vais spoiler, faut arrêter de déconner, ces films qui sont sortis il y a un petit moment, le fameux endroit où nos chers amis Dustin Hoffman et Cuba Gooding Jr., qui était l'acteur black en devenir à l'époque dans les années 90, celui qui était supposé, entre guillemets, faire revenir les acteurs blacks au premier rang, et qui était un bon acteur en plus, sans problème, qui avait fait un film assez pas marrant, mais dont l'idée était sympathique, s'appelait Jack l'Éclair. Il faudrait que je le revoie celui-là. Jack l'Éclair, je crois que c'était avec Paul Hogan, l'acteur qui jouait Crocodile Dundee, si je dis pas de bêtises, c'est ça Jack l'Éclair. Bref, et c'était supposé être un bandit de western, mais un peu comme une comédie, bon, peu importe. Et son sidekick était joué par Cuba Gooding Jr., un black qui était muet. Il faudrait que je le revoie pour me pencher sur la question des clichés racistes des années 90. Peu importe, j'ai encore fait un détour, je ne voulais pas. Tout ça pour dire, notre ami dans les décors donc de Alerte, on a vraiment la famille américaine de base chez qui se retrouve donc notre petit singe porteur du virus. Et c'est un cliché de publicité pour Kinder, quoi. Vraiment là, vraiment... hashtag 99 francs de Yann Kounen, matez-le. Mais c'est vraiment un cliché, c'est très très drôle de voir les réactions de la maman, la gamine qu'ils ont choisi, le papa, tout, c'est incroyable, c'est drôlissime. Et quand ils tournent chez eux dans la maison, on a vraiment les effets de lumière qui renvoient vraiment à tout le côté Amérique chaleureuse, rassurante, enfin c'est hyper impressionnant de voir, et je reviendrai là-dessus dans le scénario, à quel point le film est grave, parle d'un virus avec une capacité de transmission de 100% et de mortalité, mais laisse tomber, dans un contexte qui est quelque part, à l'image, c'est rassurant. Et je pense que le film était déjà, pour l'époque, très anxiogène. Encore une fois, je vous parle d'un film qui est pré-11 septembre. Il faut garder ça en tête. Pré-11 septembre, et qui a, grosso modo, qui a vu la fin. Ça fait 6 ans que la guerre froide est clairement entérinée, finie. La perestroïka a eu lieu. Il faut bien imaginer que le point fort de la guerre froide, c'est milieu des années 70. Après, on a la fin des différents engagements américains dans le monde, et ça se calme, et ça devient essentiellement de la propagande américaine, et on a grosso modo 20 ans d'une certaine forme où le monde se construit dans une sorte d'arrogance, le monde occidental notamment, que tout va très bien se passer. Je sais que c'est un peu paradoxal à dire, mais les décors de Alerte parlent beaucoup de ça, et la lumière parle beaucoup de ça. On pourrait taxer Wolfgang Petersen de laxisme, et d'avoir fait de la lumière qui était celle que le public attendait, mais je pense qu'on ne pouvait plus faire de blockbuster à ce moment-là sans respecter un tant soit peu ces codes-là. Parce qu'en face, les blockbusters qui déchiraient tout, il faut bien garder en tête que c'était Schwarzenegger et Stallone, où le cliché était le principe du film. Je ferme la parenthèse. Et donc, Contagion en face, Contagion post-11 septembre, et maintenant post-Covid, puisqu'on y est, mais je veux dire, post-très grosse crise du terrorisme dans le monde occidental, eh ben, on a forcément quelque chose de beaucoup plus dans la vraisemblance. J'ai pas dit le réalisme, la vraisemblance. Le film aligne énormément de décors citadins,
vraiment beaucoup, joue énormément sur des couleurs très bleues, très mornes. Il y a quelque chose comme ça tout est très froid pendant le film, et quand on a des séquences, notamment on voit le personnage de Gwyneth Paltrow qui est le patient zéro revenir aux États-Unis, et tout ce qu'on voit, ce qu'elle vit, je crois que c'est à Hong Kong qu'elle attrape le truc, à Hong Kong, on voit essentiellement c'est un cliché de casino, il y a une sorte de promiscuité comme ça qui est voulue contrastante par rapport au reste du film, une certaine forme d'insouciance, mais qui en même temps est montrée dans une opulence et un excès qui est critique, déjà à ce moment-là. Sans compter que le personnage de Gwyneth Paltrow trompe son mari et que c'est frontal dès le début du film, et je reviendrai là-dessus. Donc tout ça pour dire qu'il y a une bascule morale, clairement, entre Alerte et Contagion, qui est très intéressant, puisqu'on a vraiment, dans la forme du film, un pessimisme et une gravité qui est clairement due à un contexte. Et on sent vraiment que le 11 septembre est passé, que l'ombre du terrorisme fait peur, angoisse énormément, que la virologie était déjà un sujet extrêmement populaire au début des années 2010, et là on est 2001 et on se prend la première vague vraiment forte en Occident avec le Covid. Donc ça pour dire, on a deux aspects des décors qui est très différente. Donc dans Contagion, on a cette multiplication des décors qui sont tous des décors, j'ai envie de dire, égaux. On est souvent dans des bureaux, dans des pièces petites où tout a l'air de se régler à l'aide de discussions et de dialogues entre guillemets, avec une certaine forme de résistance. Les personnages sont confrontés, naturellement c'est évident, face à un certain scepticisme concernant le développement du virus, et du coup la plupart du film se joue dans des espaces assez confinés, le film ajoutant une part d'anxiogène dans sa forme. Vous voyez ce que je veux dire ? Plus on est dans des espaces fermés, plus le film devient anxiogène naturellement. Il faudrait qu'on voit de grands espaces. Et la plupart les premiers plans de vraiment grands espaces qu'on a forts du film, c'est le moment où il crée les premiers charniers aux États-Unis. Et on a donc tous les effets qui vont avec. Comment dire, la transformation globale de la société en zone confinée, où les gens vont éviter de se croiser, et ainsi de suite, et on le voit petit à petit. Après, quand je dis qu'il y a de la vraisemblance, forcément, dans les décors, il y a un autre traitement, puisqu'on a des émeutes, on a une propagation du virus qui est évidemment beaucoup moins protégée. Je ferai une comparaison des deux scénarios beaucoup plus clairement là-dessus, hein, après, vous inquiétez pas. Mais sur les décors, j'insiste là-dessus, forcément, ça donne... Le film a forcément d'autres devoirs pour rester vraisemblable en 2020. Alors le film est sorti en 2011, mais a forcément plus de devoirs pour être plus vraisemblable en 2011 qu'en 95. Encore une fois, l'histoire avec un grand H est passée par là. Tout ça pour dire, on a dans les décors, on a une autre ampleur. Il est clair que Contagion veut être un film anxiogène et que pour ça il multiplie les lieux, multiplie la sensation que la menace est partout. Là où, justement, à l'inverse, en limitant beaucoup, mine de rien, les décors et en choisissant de centraliser un maximum l'angoisse, le virus et la menace, l'angoisse, par définition, en est diminuée. Mais à l'époque, Alerte, c'était un film dont on parlait en disant que c'était un film angoissant. C'est très intéressant, c'est pour ça que j'avais envie de vous faire cette comparaison. On a à tous les niveaux un changement social très fort. De 95 à 2011, il y a vraiment eu une transformation de la perception du rapport au virus, à la menace et à la société en général. Et par deux réalisateurs, j'insiste, même si en voyant Alerte, on peut trouver la réalisation de Wolfgang Petersen un peu kitsch, elle collait à ce que c'était un blockbuster au milieu des années 90. Le fait qu'il soit sorti en 95 aussi est déterminant, puisqu'on est vraiment pile au milieu d'un style de blockbuster qui va mourir avec l'arrivée notamment symboliquement de Matrix, et qui dès le début des années 2000 va devenir complètement désuet. Et qui sera symbolisé un peu cette fin par le style des Spider-Man, notamment de Sam Raimi, qui vont vraiment, que j'aime beaucoup, hein, mais qui syncrétisent toutes les qualités et tous les défauts, je trouve, du blockbuster des années 90. Intelligent, certes, mais qui va aussi garder tous les scories de cette période-là. Tout ça pour dire, on a déjà dans les décors, vous l'avez senti, une vraie différence d'approche, mais aussi une vraie différence de perception sociale. Alors vous allez me dire, il y a 20 ans qui est passé, c'est logique. Pas tant que ça. C'est pas si évident que ça. Les années 90, maintenant avec le recul, maintenant qu'on est en 2020, on peut le dire, il y avait quelque chose de l'ordre il y avait une sorte d'optimisme qui était incroyable et qui avait l'air d'être
quelque part un des restes de l'American Way of Life. On était déjà passé dans une sorte de déception sociale en Europe, mais aux États-Unis, vraiment, quand on voit ces blockbusters-là, c'est impressionnant, l'optimisme généralisé. Et je reviendrai là-dessus sur l'écriture du film, où notamment le rapport entre le personnage de Dustin Hoffman et René Russo est particulièrement bien heureux, tout ça. Là où dans Contagion, l'histoire, au niveau familial, est d'un pessimisme et d'une noirceur terrible. Je reviendrai là-dessus après. Dans ce métier, il y a une ribambelle de connards qui regardent pas les choses en face. Ces pauvres cons s'imaginent qu'ils vieilliront comme le vin. Si ça veut dire virer au vinaigre, d'accord. Mais si ça veut dire se bonifier avec l'âge, mon cul... Parlons un petit peu, petit point sur les scènes d'action à proprement parler. On est dans des blockbusters, donc on pourrait croire qu'il devrait y avoir des scènes d'action dans les deux films. Alors je modère un petit peu ce que je suis en train de dire. Notre ami Contagion a coûté cher, mais je ne sais pas si c'était... non, voilà, le film a coûté 60 millions de $, ce qui n'est pas un budget de blockbuster. Donc... je modère un peu, le film était sorti en septembre aux États-Unis aussi, c'est pas une date de blockbuster à proprement parler, il était plutôt entre les blockbusters de l'été et ceux de Noël, et ceux pré-Halloween, donc c'est pas vraiment un blockbuster. Là où Alert était plus un blockbuster déjà à l'époque, mais j'ai pas retrouvé son budget, donc j'aurais du mal à vous le dire a priori, je vais essayer de le trouver en vous parlant. Bon, tout ça pour dire, on a deux films très différents dans l'approche, notamment dans ce qu'ils ont à donner au spectateur pour que le spectateur reste dans le film. Il se trouve que Alert était un blockbuster, donc il fallait de l'action. Ce qui est paradoxal, puisque le personnage principal était un virologue, donc par définition pas un soldat. Évidemment, on lui colle à côté Cuba Gooding Jr., qui lui est un super pilote, donc on nous vend dès... Le début que on va avoir une scène de pilotage, hein, c'était une clé à l'époque. Je me suis trompé. À l'époque, Alert coûtait 50 millions de $, ce qui était un très très bon budget. C'était pas forcément un blockbuster, mais c'était un très bon budget pour un film. Donc des budgets similaires, mais pas aux mêmes époques. Et on sent clairement que là où Contagion a choisi de mettre le budget dans une multiplication des décors et un travail sur la vraisemblance, multiplication des acteurs, des intervenants, des passages télé, des images d'émeutes, des effets spéciaux très forts sur tout ce qui est cadavres et ainsi de suite, mais je reviendrai là-dessus après parce que les deux films sont assez cousins là-dessus, tout un travail sur la mise en vraisemblance de l'histoire avec un casting international, Marion Cotillard qui va donc quelque part près de Hong Kong, enfin vous voyez, il y a vraiment... On voyage énormément et le budget a beaucoup servi à ça, ça se voit. À l'inverse, Alert a limité le casting principal, les enjeux, alors que c'est des enjeux internationaux, c'est évident, à limiter au maximum l'intervention, entre guillemets, de différents décors pour pouvoir se permettre une poursuite en hélicoptère. Oui, quand je vous dis film de contagion virale, forcément vous vous dites poursuite en hélicoptère, ça va de soi. Je reviendrai là-dessus dans la partie scénario. Mais tout ça pour dire... Déjà dans la gestion de l'action, il y a un fossé, un monde. Là où Alert, le climax du film, est une scène d'action. Ce qui est absurde dans un film sur la virologie. Là où Contagion joue complètement sur le suspense de son sujet de base. Est-ce que je peux dire que Contagion est plus mature qu'Alert ? Évidemment. Mais je pense aussi que notre monde actuel est plus, et je mets de gros guillemets, mature en termes de cinéma. N'allez pas me faire dire que je pense qu'en 2020 on est plus intelligent qu'en 90 vu ce qu'on est en train de faire du monde. Mais dans la perception du cinéma, si, le public a gagné en maturité, et c'est pour ça qu'un film comme Contagion a pu se faire avec son budget et avec cette approche-là. Là où avec Alert, dans les années 90, ça aurait été beaucoup plus difficile avec un casting pareil. Le casting de Contagion est aussi très fort, mais je parlerai du casting après plus en détail, vous allez comprendre où je veux en venir. Donc ce traitement de l'action, je mets entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'action dans Contagion, est aussi parlant de ce qui préoccupe et de ce qui devait être fait pour que le film se fasse. On sent très bien que Contagion, un scénario comme Alert, on le fait plus en 2010, tout simplement parce qu'on trouve ça ridicule, on dit non mais attends, le mec il est virologue, pourquoi il a besoin de faire une poursuite en hélicoptère, c'est tiré par les cheveux, comment il fait pour retrouver le patient zéro, blablabla. Là où en fait on ferait passer ça pour de la vraisemblance, alors qu'en fait c'est plus qu'en 2010 on était déjà extrêmement pessimiste. C'est pas grave d'être pessimiste, ça pousse à une forme de réalisme, mais vous voyez ce que je veux dire, je veux pas tomber dans le cliché du le film le plus récent est le meilleur, parce que je pense que c'est plus compliqué que ça. Je peux dire ça, je pense que intrinsèquement, Alert est un film moins intéressant que Contagion, rien que dans ce qu'il brasse, rien dans la finesse d'écriture des personnages. Et pourtant, les ficelles de base ne sont pas si différentes, et vous allez voir que dans Contagion, il y a aussi une base morale qui est
assez lourde et qui enlève beaucoup de qualité à ce film, mine de rien. Je reviendrai là-dessus après plus précisément la partie scénar, mais vous avez compris l'idée. Alerte avait d'abord un point de vue optimiste sur une contagion de ce type, sur la capacité de l'armée, de personnes intelligentes à être là au bon endroit. Même s'il jouait beaucoup sur un suspense, c'est que c'était encore le fantasme des années 90 du sauveur. Grosso modo, Dustin Hoffman arrive et il va sauver le monde. C'est ça le cliché du film, il est là. À tel point que sa compagne, qui est virologue aussi, quand elle le voit arriver, elle est super heureuse, elle est limite « Oh, je suis soulagé, heureusement qu'il est arrivé ». On est vraiment dans ce genre de cliché, j'insiste. Là où, clairement, on a franchi ce cap de réflexion dans Contagion, il y a une vraie question sur la responsabilité des uns et des autres, nos responsabilités communes, on sent vraiment qu'on est passé dans quelque chose de collectif et d'international, mais clairement, il y a aussi un point de vue beaucoup plus pessimiste. Dans Alerte, on avait un virus avec un taux de transmission de 100%, et ils arrivaient à contenir le truc, à sauver les gens en trouvant le vaccin, en l'espace de quelques jours en plus. Là où dans Contagion, je crois que le film se passe sur une année, voire plus, et non seulement ils trouvent pas le vaccin, mais en plus, à la fin, on est dans une sorte de statu quo. Le film se finit sur la découverte du patient zéro, qui est clairement, le film nous dit, dans la vraie vie, on n'aurait pas trouvé, ce serait pire. Donc voilà, c'est clairement, c'est pour ça que je dis que c'est du pessimisme, c'est pas seulement du réalisme. Le film te dit à la fin, du réalisme, vous savez, c'est on ne sait pas. Le réalisme, c'est ça. C'est je sais pas comment ça se passe demain et le film parle pas de ça. La Contagion, il dit clairement à la fin, si ça s'était passé dans la réalité, on n'aurait pas trouvé et ça aurait été pire. On ne trouvera pas et ce sera pire. C'est ce que le film dit avec sa fin. Je reviendrai là-dessus dans la partie scénar et encore une fois, je vais spoiler, désolé. Mais tout ça pour dire, cette gestion de l'action déjà parle encore une fois d'une différence de perception, mais aussi d'un vrai assombrissement de notre vision de l'avenir. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de Alerte et Contagion, parce que je trouve que à cet endroit-là, on a tort. Je dis pas que le monde n'est pas déprimant sur plein de points. Et je ne dis pas que dans les années 90, on planait un peu et qu'on était un peu en train de se dire que tout allait très bien se passer alors qu'il y avait plein de problèmes. Mais je trouve qu'on a Contagion a peut-être franchi un degré de pessimisme que je vais qualifier de pessimisme forcé. Je reviendrai là-dessus après, on va passer au casting. Arrête de déconner, Fasteneux. J'en ai rien à foutre que tu sois un ponte. Si on nous repère, ça va être ta fête. Je te pète la nuque entre les doigts et je te laisse crever. Alors fais gaffe. Donc le casting de ces deux films à grand casting international très fort. On avait donc, comme je le disais dans notre copain Alerte, un casting triple A à l'époque, Dustin Hoffman qu'on ne présente plus, hein, évidemment, si vous avez jamais vu un homme qu'on appelait Cheval, Marathon Man, enfin bref, Macadam Cowboy, si je dis pas de bêtises, bref, grand acteur, Kramer contre Kramer, bref, grand acteur controversé, allez, petite parenthèse, allez, si, je peux pas m'empêcher, il faut savoir que Dustin Hoffman, avec le mouvement MeToo, est en train de se faire rattraper par des histoires qu'il a eues sur différents tournages, puisque c'est un mec qui avait tendance à être un peu rough avec ses collègues, et notamment parce qu'il pratiquait ce qu'on appelle l'acteur studio, donc réalisme, on va à fond dans le rôle, on est vraiment obnubilé, quitte à en être violent, on se permet toutes les limites et tous les excès, pourvu qu'on soit le meilleur possible et que le rôle soit, voilà. Donc il y a des tas de critiques que je pourrais faire sur ce système-là, mais je vais pas la faire aujourd'hui parce que c'est déjà une critique assez dense avec deux films, mais grosso modo, il s'est fait rattraper notamment parce qu'il avait giflé à l'époque Meryl Streep dans le tournage de Kramer contre Kramer, si je dis pas de bêtises. Lui, c'était la méga star, Meryl Streep arrivait, et c'était un petit peu, comment dire, ça a été mal pris, et je pense que c'est à juste titre aujourd'hui, parce qu'on estime que c'était un excès. Alors bon, l'actrice elle-même n'a pas souligné plus que ça, en disant que voilà, c'était une manière de... Ça m'avait choqué à l'époque, mais c'était une manière de travailler, et que il y avait peut-être pas, entre guillemets, plus que ça derrière, et que c'était sa manière à lui de le faire, bon, c'était plus accepté à l'époque, blablabla. Le fait est que c'était limite déjà, et il est connu pour avoir été notamment horrible sur le tournage de Hook, où il arrêtait pas d'aller au bar boire des coups et qu'il foutait rien entre les répliques, et pourtant, il est incroyable dans le film au final, mais ça pour dire, acteur qui se fait un peu rattraper par sa propre histoire et qui était assez casse-pied et qui s'est assagi en vieillissant, heureusement. Mais voilà, je tiens à le souligner, c'est toujours étonnant de découvrir des acteurs qui ont l'air tellement sympathiques, être en fait assez horrible sur les tournages. Vous voyez comme quoi, moi-même le premier, hein, je me fais avoir par l'image populaire, l'image de cinéma.
Vous voyez comment ça fonctionne, hein. C'est pour ça que je le pointe souvent, mais je suis le premier à tomber, entre guillemets, dans le piège. Bref, donc grosse tête d'affiche. En face, on avait Donald Sutherland, évidemment, qu'on ne présente plus non plus, hein, à grosse carrière. Je vous laisse découvrir tout son cinéma. J'aime beaucoup. Il a un second rôle dans Backdraft où je le trouve excellent. Bon, bref, il fait trop de films pour en parler. Morgan Freeman, alors lui, je le dis même pas parce que là, c'est même plus la peine. Kevin Spacey dans un second rôle, hein, avant qu'il devienne un énorme acteur de nos jours et qu'il se fasse épingler pour des histoires qui datent de cette époque-là en plus, c'est très sympa. René Russo, très bonne dans le rôle principal ici, et qui était aussi une actrice triple A à l'époque, et Cuba Gooding Jr. aussi, donc, qui était, comme je disais, le jeune acteur black qui montait, et qu'on voyait un petit peu dans tous les films où il fallait un sidekick black. Tout ça pour dire, gros casting, mais gros casting cliché des années 90. Le héros blanc, américain, alors là on était dans un cliché amoindri, puisque c'était un petit gars, machin, mais bon, Dustin Hoffman ayant un énorme ego, maintenant on le sait, c'était pas si surprenant de le voir dans le rôle titre et d'avoir sa grosse tête sur l'affiche. Morgan Freeman, le sage black, qui en même temps dans ce film-là était vu comme celui qui fait une erreur de jugement. Hein, c'est Dustin Hoffman qui remet tout le monde à sa place. Il faut bien compte que Dustin Hoffman est le héros du film. Il enseigne le courage à Cuba Gooding Jr., la morale à Morgan Freeman, la pondération, et c'est lui qui croit en son couple avec René Russo, et c'est lui qui arrive à la prouver qu'elle a tort de vouloir le quitter parce qu'il était toujours en train de penser au son travail, que c'était vraiment pas bien, mais en même temps il avait raison d'y penser, la preuve. Et bien sûr c'est lui l'antagoniste principal du méchant, Donald Sutherland, le méchant général sans morale. Voilà, donc on a vraiment, et c'est le cliché du héros, et autour tout le monde fait son rôle. René Russo, la jeune femme qui a du caractère mais qui en même temps le quitte sans vraiment vouloir le quitter, qui se rend compte qu'elle a tort. L'histoire principale entre eux est ridicule, hein. Vraiment je comprends même pas ce qu'elle fout dans ce film, peu importe. Enfin si, je comprends, mais c'est vraiment pas grand intérêt. Le général Morgan Freeman qui a des conflits moraux, d'accord, mais c'est vraiment juste un personnage qui est là pour renvoyer la balle à Dustin Hoffman, je suis désolé. Kevin Spacey en face, c'est le copain rigolo qui va bien sûr mourir, hein. Dans les années 90, c'est comme ça, le copain rigolo, il meurt. Et hashtag Harry Connick Jr. dans Independence Day, cliché de chez cliché, avec un grand cliché derrière. En capitale, en lettres capitales, oui. Pour ceux qui connaissent pas cette chanson, ça disait Bebop, sois fort pour toujours, en lettres capitales. Ne cherchez pas cette chanson, vous allez vous faire du mal aux oreilles. C'est un des virus des années 80. Oh, excuse-moi, je t'ai coupé là. Qu'est-ce que tu disais? Le coup est parti tout seul. Je t'en prie, continue. Où t'en étais? Je t'ai coupé la parole à meilleures intentions. Et donc Cuba Gooding Jr., le gentil black, qui à l'époque ne mourrait plus, hein, puisque là il fallait qu'il soit un héros proche du héros blanc. Il met en valeur l'héros blanc, mais il amène son truc aussi, c'est le soldat, l'action, puisqu'il fallait de l'action dans le film, autant que ce soit le jeune black qui le fasse. Voilà. Que des clichés. J'insiste, ce n'est que des clichés. N'allez pas regarder Alerte en me disant que vous avez découvert un truc sur les personnages, parce que c'est pas vrai. Et de deux, c'est pas ce qui se faisait de pire dans les années 90, mais c'est clairement le blockbuster formaté en termes de scénario, il faut être clair. On a le héros blanc, les sidekicks, tout le monde est à sa place, la scène d'action sur la fin, le fait que le monde est sauvé à la dernière minute parce que le héros arrive à convaincre tout le monde, cliché de chez cliché de chez cliché, on a tous les clichés. Voilà, là c'est Clichéland. Et donc en face, on a Contagion, qui nous propose un casting triple A énorme, hein, pour son budget, honnêtement. C'est clair que les gens ont voulu tourner avec Soderbergh, hein, faut pas se mentir. Bien sûr, Marion Cotillard, Matt Damon, qu'on ne présente plus, Lawrence Fishburne, très très bon dans le rôle de Dr. Ellis Shiver, impeccable. Jude Law, incroyable dans le rôle d'une sorte de raclure de bidet, mais il est vraiment dégueulasse. En plus, à un moment donné, ils lui font un truc aux dents, je sais pas ce que c'est, mais je sais pas s'il a eu un problème dans le tournage, ils expliquent pas ça dans le film, mais il a un problème avec ses dents, ça lui fait une gueule horrible, vraiment malsaine. Gwyneth Paltrow, très bonne dans un second rôle, mais vraiment excellente. Kate Winslet, géniale dans le rôle du docteur Erin Mears, qui est sur le terrain. Vraiment gros casting de base, avec quelques second rôles qu'on connaît, Bryan Cranston, enfin bref, un petit peu de monde qui depuis a fait du chemin aussi. Donc gros casting pour vraisemblabiliser toute cette histoire internationale. Donc choix stratégique intelligent pour qu'on se sente proche des personnages parce qu'on les connaît, on connaît les acteurs. Très important, parce que voilà, c'est comme ça que tu n'as pas besoin de dire aux gens, il faut que vous vous intéressiez à eux, de créer des grosses lignes de dialogue pour qu'ils soient là, vous connaissez les personnages, vous connaissez les acteurs, donc quelque part vous vous y imprégnez, et c'est clairement un choix de Soderbergh pour faire que l'histoire de Contagion soit perçue de manière internationale et soit tout de suite vraisemblable. Donc intelligente utilisation du casting, et démultiplication du casting, beaucoup plus de personnages, et beaucoup moins clichés. Toute proportion gardée.
on a des clichés. On reste quand même face aux Occidentaux qui vont quelque part devoir aider le reste du monde. Mais le film modère beaucoup ça sur le fait que les Occidentaux planent un maximum, qu'il y a un body count que je vous dis tout de suite, qui je vous dis tout de suite, vous surprendra. C'est vraiment réussi dans le film, c'est très impactant. C'est vraiment un bon scénario de Scott Z. Burns. Franchement, j'aime bien ce scénario, il est très réussi. Et non, il n'est pas très réussi, il y a de très bonnes choses dans le scénario plutôt. Et on a, grosso modo, une écriture globalement de qualité. Scott Z. Burns, c'est celui aussi qui a écrit La Vengeance dans la peau, qui est pour moi le meilleur Jason Bourne. Bref, c'est un scénariste plutôt intéressant, qui a bossé sur La Planète des Singes notamment aussi, et qui écrit actuellement avec Cary Joji Fukunaga, le prochain James Bond, Mourir peut attendre, No Time to Die. Donc scénariste plutôt en vogue à Hollywood. Tout ça pour dire, casting utilisé de manière intelligente pour rapprocher le spectateur, des finesses dedans, et pourtant dans le fond, des questions morales qui, à mon avis, vont un peu faire du mal à Contagion in fine. Même type de casting, pas même type de cliché, j'ai envie de dire. Peut-être que c'est un peu plus pervers dans Contagion, mais je reviendrai dessus dans la question scénario. Tout ça pour dire, on avait des clichés dans les années 90, mais c'était frontal. La manipulation du héros blanc américain était claire, nette et précise. Là, dans Contagion, c'est plus pervers. Le retour moral du film, à mon avis, la pirouette morale du film, est plus perverse, c'est plus insidieuse, et à mon avis, quelque part plus dangereuse. Vous allez comprendre où je vais en venir avec la partie scénario. Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien. Donc, on y est, les parties scénario de nos deux films. Alors d'un côté, comme je disais, on a le cliché du héros américain qui vient tout sauver avec le virus, et de l'autre, on a donc ce casting un peu plus international, cet élargissement de l'intrigue, cette vraisemblance dans les impacts, on a voilà des émeutes, des éléments qui vont donc rendre le contexte d'un virus beaucoup moins fort, plus vraisemblable. Alerte n'est plus du tout. Aujourd'hui, si on se retrouvait avec un virus avec un taux de transmission de 100%, il est très 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 improbable qu'on arrive à le contenir. On serait grosso modo anéanti très rapidement, il y aurait une diminution de la population mondiale quasi globale, et je pense qu'on éviterait de pas grand-chose l'extinction, et encore, je suis un optimiste. Donc voilà, le côté vraisemblance, on passera dessus, et je pense pas que Alerte, même à son époque, essayait d'être plus vraisemblable que ça. Il essayait de faire flipper le spectateur, mais pas trop, et le rassurer avec le bon cliché du héros blanc classique, avec tous les personnages clichés autour de lui. Donc, ok. Mais en face, Contagion, sous couvert d'avoir une écriture plus subtile et des trajets très différents pour les différents personnages qui sont confrontés à ce virus, le trajet du personnage de Marion Cotillard amenant clairement de la densité au propos du film, mais je ne veux pas spoiler, vous allez découvrir comment. Le sous-texte, et là je vais spoiler, j'en suis désolé, je vais spoiler par contre, est discutable. Grosso modo, le film commence, je vais être clair, avec le personnage de Gwyneth Paltrow qui est dans un aéroport, qui est déjà malade, donc le film nous dit clairement on est dans le jour 2 de la contagion, on ne voit pas le jour 1. Le jour 1 est arrivant à la fin, à la toute fin, et je vais en parler aussi de ça. Donc elle est dans l'aéroport, elle est déjà malade, et elle appelle son amant en lui disant voilà, machin, blabla, grosso modo tu comprends qu'ils ont couché ensemble et qu'ils sont pas ensemble, puisqu'on découvre très vite après qu'elle rentre chez elle, et son mari c'est Matt Damon. Et donc elle meurt très très vite après, elle contamine son fils malheureusement, et son fils meurt très très vite après, donc le film commence de manière très violente. J'aime beaucoup d'ailleurs ça, c'est une des grandes réussites de Contagion, c'est qu'on est vraiment sous le choc très vite. Et tout ce sous-texte, il y a tout un sous-texte sous le film, qui revient donc encore une fois plus tard dans le film, où on apprend à Matt Damon que Matt Damon soupçonne un peu sa femme d'avoir éventuellement une aventure avec ce mec, parce qu'elle savait qu'elle avait été avec lui avant, machin, blablabla. Mais il n'en est pas sûr. Et grosso modo, il rencontre le personnage de Kate Winslet, Mears, qui est le médecin qui doit grosso modo évaluer ce que le patient zéro a fait, blablabla. Et donc elle va chercher ce copain, machin. Donc si ça avait mené à une confrontation entre les deux mecs d'une manière ou d'une autre, ou que c'était clairement une partie de l'enquête, donc on voit clairement à un moment donné Kate Winslet contacter cet amant, lui dire est-ce que vous avez fait ceci, cela, machin, que c'est mené à quelque chose d'autre, j'aurais été intéressé un peu plus par cette histoire. Mais non, on en parle pour montrer juste que le personnage de Matt Damon se dit qu'il y a peut-être quelque chose. Et au final, ça ne mène à rien d'autre que de le voir être triste que sa femme est morte, et il ne sait pas qu'elle l'a trompé, il n'en est pas sûr, ou alors il le sait et il s'en fout. Mais quoi qu'il en soit, il y a un retour moral du film qui est terrible, parce que la fin du film, c'est on la voit être touchée, on voit le patient zéro, grosso modo, c'est je crois une chauve-souris qui mange une banane, et la banane arrive sur un porc qui mange la banane, et ça crée le virus, qui passe par le médecin, et le médecin touche Gwyneth Paltrow, et elle développe vraiment le virus, et c'est par elle que le virus arrive aux États-Unis. Le truc, c'est que, à cause du fait que le film insiste
pas lourdement, mais assez ostensiblement sur le fait qu'elle ait trompé Matt Damon, on a cette idée qu'elle mérite quelque part ce qui lui arrive. C'est présent dans le discours du film. Alors je sais j'ai vu sur internet des gens qui disent non, c'est plus subtil que ça, c'est juste montrer que la vie nous bouscule, machin, blablabla. C'est pas du tout un point de vue moral. La preuve, c'est que le film est très neutre, finit clairement sur la transmission et se concentre là-dessus. Ouais, mais non. Le fait qu'elle trompe son mari n'a pas d'intérêt dans l'intrigue. C'est mis dans l'intrigue pour rajouter un ressort moral. Sinon, ça n'a aucun intérêt à être là. Et pour contraster encore une fois et montrer que le mari en face, il est très courageux, il arrive à confronter, à sauver sa fille, il prend de gros efforts, il va pas tabasser le petit copain de la fille qui est venu la voir, alors qu'a priori il y a une forme de contagion qui pourrait être en place. Vous voyez, il franchit pas un excès. Et à la fin, il pleure, il est triste, voilà, sa femme est morte, machin, la contagion est levée, mais il est seul, machin, blabla, avec sa fille qui a grandi, machin, il a réussi à prendre soin d'elle. Donc il y a vraiment un côté comme ça, retour moral, pour nous rassurer sur le personnage, que je trouve, pourquoi pas, mais qui à mon avis va un peu à contresens justement du discours alarmiste du film et pessimiste du film, que le film aurait mieux fait d'assumer, à mon avis, plutôt que de mettre un ressort moral, à mon avis, suranné, et particulièrement, je trouve, déplacé. Ça m'étonne de ne pas avoir entendu parler de ce film dans MeToo. Parce que je trouve que on est dans le cliché vraiment de la meuf qui va voyager, qui va se taper un gars, et qui rentre machin, file le virus, à cause d'elle, je suis obligé de le dire, il y a une sorte de contagion globale, machin, et il y a une sorte de rapport moral déplacé. On n'avait pas besoin que ce personnage soit sale moralement. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand je dis sale, les tromperies, ça arrive tous les jours, donc je suis pas en train de jouer mon malin en disant « Ah, vous !» Tu vois, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est plus un constat que le film n'avait pas besoin de s'ampouler de ça. Et c'est pour ça que je dis que d'un côté, Alerte est un peu cliché, mais au moins il avance à visage découvert. Contagion, il te met ce truc-là à un moment donné. J'ai passé vraiment la fin du film à me dire « Mais pourquoi on m'a parlé de cette histoire de sauterie ça apporte rien au personnage de Gwyneth Paltrow. Elle rentre chez elle, elle est malade, démarrage de la contagion, le film est meilleur. » Vous voyez ce que je veux dire? Le film est clairement meilleur. Donc il y a vraiment pour moi dans ce film ce truc qui vient empouler le discours et qui vient quelque part mettre de la morale là-dedans, nous donner une sorte de porte ouverte assez nauséabonde sur le fait que voilà, c'est une femme qui a trompé son mari. Vous voyez, il n'y a pas de fumée. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve qu'il y a tellement de glissements moraux pourris qui peuvent être faits à partir de cette ficelle scénaristique-là que c'est assez décevant. Et assez nauséabond. Là où le film est intéressant sur d'autres points, où on voit notamment le personnage comme je disais, de Marion Cotillard, avoir non pas un revirement moral, mais vouloir avoir un certain point moral. Là où en face aussi, le personnage de Mears a une force morale très forte, et, je veux pas spoiler comment, le montre vraiment dans toutes ses séquences, mais est confronté à des résistances par rapport à ça, et sur le terrain, c'est le soldat, donc il y a quelque chose comme ça de terrible, qui est très bien mis en scène et qui suffisait au film. Je trouve qu'avec le personnage de Laurence Fishburne, qui est vraiment le docteur qui doit gérer la situation globalement, qui a annoncé le truc, qui donc fait partie de l'équipe qui doit mettre en place le confinement, le défendre à la télé et voir sa difficulté à rester crédible face à des lanceurs d'alerte relativement nauséabonds comme le personnage de Jude Law. C'est très intéressant, notamment parce que moi j'ai tendance à plutôt être du côté des lanceurs d'alerte, et là j'aurais plutôt tendance à dire que le film est un peu casse-couille là-dessus, parce que la plupart des lanceurs d'alerte que sur lesquels j'ai pu me renseigner, il me semble que ce qu'ils disent est sérieusement fondé, et que on ferait mieux de faire confiance aux lanceurs d'alerte, souvent, visiblement dans 3 cas sur 4, plutôt qu'aux institutions, hein. En tout cas, c'est la sensation que j'en ai, des petites recherches que j'ai pu faire de mon côté, mais bon, à la limite, c'est mon impression. Détrompez-moi si vous avez des infos intéressantes sur le sujet, d'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup, la crédibilité des lanceurs d'alerte. Mais tout ça pour dire, ça suffit déjà pour que le film soit assez dense, croisé avec le Mears qui est sur le terrain, donc le personnage de Kate Winslet, le personnage de Marion Cotillard qui, elle, va étudier à la source, qui va à Hong Kong, qui se confronte aussi aux autorités locales et tout ça. C'est très intéressant, le film était largement suffisant comme ça, et en parallèle, on voit donc le personnage américain de base, qui est nécessaire pour que le film soit vendu aux États-Unis. Ça, à mon avis, il n'y avait pas moyen de faire autrement, et que ce soit Matt Damon, c'est pas surprenant, l'acteur auprès duquel le grand public américain s'identifie très très facilement. Et qui soit donc confronté à ça avec sa fille et tout ça, donc avec la violence qu'il subit. Je trouve que ça suffit, on n'avait pas besoin de rajouter ce truc moral vraiment déplacé elle le trompe. Bah oui, bah écoute,
Et alors, c'est pas ça le sujet, c'est pas ça qui fait que le film est intéressant. Et c'est pour ça que je trouve cette porte ouverte morale judéo-chrétienne américaine, la protestante, est vraiment foireuse. Et je trouve du coup à cet endroit-là Contagion beaucoup plus discutable et beaucoup plus attaquable. Vous me voyez venir dans ma conclusion tout de suite. Qu'est-ce qui lui grignote le cerveau, cette espèce de con? Oui, regardez Alerte et Contagion. Hein. Je trouve que c'est intéressant à voir dans les deux cas. Ah, j'ai oublié de faire ma petite parenthèse effets spéciaux, alors je vais faire court, mais il y a un travail sur le côté horrible et très violent des virus qui est assez forte. Dans Alerte, on a vraiment le cliché de film de genre, les bubons et on saigne des yeux, et voilà, donc c'est vraiment la totale. Et c'est classique, hein. Il y a le gaz VX dans The Rock et du même ordre, hein. Donc voilà, c'est un petit peu le cliché. Et en face de ça, dans Contagion, on joue plus sur les effets maintenant qui sont arrivés depuis, qui ont été modérés, mais qui sont un peu des effets aussi spectaculaires du cinéma, les convulsions, ce genre de choses, le teint pâle et malade, vous voyez. On est plutôt passé à ça, mais ça reste impressionnant parce que la photographie notamment de Contagion est très froide comme ça et rend le côté mort imminente assez horrible. C'est très réussi, sans compter qu'ils ont osé un effet de mort, de cadavérique sur un enfant qui est horrible. Je vous dis tout de suite, ça choque bien. Donc attachez vos ceintures quand même, c'est quand même des films de Contagion, faut être clair, hein. Mais voilà, on a des clichés différents, mais à la limite, je trouve que les deux ont des effets intéressants. Et quand on mate Alerte, c'est quand même assez spectaculaire. Les effets de mort, ça reste quand même assez sympathique. Les effets de Contagion sont assez bien réussis. Je ferme la parenthèse. Là, à cet endroit, les deux films sont, je trouve, assez ex-aequo et, à mon avis, agissent bien sur leurs différents publics, comme prévu. Mais, j'insiste, Alerte est un cliché des années 90, mais il avance à visage découvert, là où Contagion, je trouve, avec malheureusement cette tournure d'histoire beaucoup trop centrale de la tromperie, a perdu, à mon avis, pas mal de degrés de qualité et de profondeur, là où ça devait pas être le sujet du film. Et c'est ça qui est un peu dommage. C'est un peu trop présent. Tout ça pour dire, je vais pas faire une longue conclusion aujourd'hui, je pense que vous pouvez regarder les deux films, c'est très intéressant, et j'aimerais conclure simplement en disant que je n'aime pas spécialement, même si j'aime le côté vraisemblance de Contagion, je n'aime pas son pessimisme forcé, entre guillemets. Je n'aime pas le réalisme quand il devient une sorte d'évidence pour se faire une idée pessimiste de l'avenir. On a tout autant de potentiel d'avenir et de passé que nos prédécesseurs des années 90. C'est juste notre perception qui a changé. Et elle est devenue plus mature, certes, mais la maturité, ça ne veut pas dire forcément être plus pessimiste ou tout simplement plus déprimé. On peut être un peu plus déprimé, mais on n'est pas obligé d'être pessimiste et de voir les choses en noir. Et je trouve que le retour moral que propose notamment avec cette fameuse histoire de tromperie Contagion est une forme, à mon avis, d'arbre qui cache, pour essayer de cacher la forêt en disant non, mais le film parle d'autre chose. C'est pas si pessimiste que ça. Ah si. La fin de Contagion ne laisse aucun doute. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous remercie beaucoup, j'espère que ça vous a plu comme comparaison. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à commenter sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Facebook, Instagram ou autre, parce que je fais aussi je propose aussi des films dans des stories. Je fais aussi des stories où je parle et je vous propose de mater des films, notamment dans cette quarantaine, et puis après, évidemment. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Un mec qui parle trop, vous me retrouvez. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO. Salut les amis, ciao ciao.